Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct et sur votre télévision à grande vision avec des thématiques intéressantes, des chroniqueurs politiques aussi présents. Gestion publique, justement, comment lutter contre les antivaleurs, la mégestion et la corruption gangrènent l'administration publique depuis plusieurs années. Cependant, l'inspection générale des finances semble jouer un rôle déterminant dans la mobilisation de recettes publiques avec sa patrouille financière. Et quelle est la clé pour lutter contre les antivaleurs dans la gestion de la chose publique? Comment évaluez-vous l'action de l'inspection générale des finances? Voilà la question centrale qui sera au menu de cette première thématique. Monsieur Denis Bélessi, vous êtes au cadre de SID à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans ICI Direct. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà. Accord Union européenne-Rwanda sur la chaîne de valeur durable et résiliente pour les matières premières. Comment comprendre cela? L'Occident serait-ce cette main noire derrière justement la crise à l'est de la République démocratique du Congo? Prince Katouba Londibeya, vous êtes secrétaire exécutif en charge de la justice et droits humains de l'IDPS. Bonjour et bienvenue. Les micros. Bonjour. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à cette ère parce que nous sommes là pour parler de la République. Voilà. Les deux thématiques justement sur la table d'ici direct de ce soir. Mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue. Alors, la mégestion et la corruption gangrènent justement l'administration publique en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Cependant, l'inspection générale des finances, l'IGF de Gilles Nguete, semble jouer un rôle déterminant dans la mobilisation des recettes publiques avec sa fameuse patrouille financière. Et ici, nous allons nous interroger quelle est la clé pour lutter contre les antivaleurs, la corruption, la mégestion, le détournement des fonds. Comment évaluer donc l'action de l'IGF durant le quinquennat qui venait de s'achever? Accord Union européenne-Rwanda. L'Occident serait cette main noire derrière justement la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Je commence avec vous, Maître Prince Katouba Londi. La mégestion, la corruption qui gangrène donc l'administration publique depuis plusieurs années. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ma petite présentation? Je ne suis pas d'accord avec vous à un niveau quelconque. Okay. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je ne peux pas ici, sur votre plateau, soutenir qu'il y a une mégestion en République démocratique du Congo. Ah, okay. Voilà. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas les soutenir, mais néanmoins, je vais vous soutenir seulement du fait que vous parlez de la corruption, parce que la corruption, elle est vraiment un facteur qui détruit le monde entier. Il n'y a aucun pays dans ce monde où on ne trouve pas la corruption. Elle est là. Mais la différence est que les taux de la corruption par rapport aux différents pays, c'est différent. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que le chef de l'État a mis les mécanismes pouvant les permettre à lutter contre les antivaleurs, à lutter contre cette corruption. Et là aussi, nous allons saluer le travail que l'IGF est en train d'abattre chaque jour, nuit et jour, pour lutter, tant soit peu, diminuer cette corruption qui avait déjà atteint un certain niveau quelconque. Aujourd'hui, parler de la mégestion, voilà. j'ai dit non. Non, pourquoi? Parce que quand je parle de nous, je parle de mon parti politique qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions avoir quelqu'un qui dirige ce pays, qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il est venu, il a trouvé ce pays vraiment dans un chaos. Et lui-même... Il a trouvé la mégestion. J'y arrive. Et lui-même avait dit à l'époque Mboka O et Koufakala. Donc, c'est-à-dire, il vient trouver un corps presque sans vie. Il faut réanimer ce corps-là. Il faut réanimer ce corps. Maintenant, il est en train de réanimer ce corps. Réanimer ce corps, il faut avoir un bon médecin, des spécialistes en la matière et des bons médicaments pour
pour que ces corps-là soient réanimés. Voilà l'état actuel où se trouve la République démocratique du Congo. Donc, il est en train de lutter contre cette mégestion que lui a trouvée. Voilà la raison pour laquelle il a activé certains services de l'État qui existaient, mais qui ne produisaient pas des effets. Aujourd'hui, il a fait que ces services puissent se sentir à l'aise, travailler. Et aujourd'hui même, je vous rappelle, la Cour des comptes qui existait dans la Constitution, mais qui n'a jamais été effective. Voilà l'homme qui lutte contre cette médiation que lui a trouvée, qui lutte contre la corruption qui gangrène notre pays. Et aujourd'hui, la Cour des comptes est effective. Donc, ça prouve la bonne volonté dans les chefs du président de la République pour diminuer tant soit peu la corruption ou la médiation que lui a trouvée en République démocratique du Congo. Monsieur Denis Belessi, est-ce que vous pensez que M. Félix Tshisekedi, président de la République, diminue la médiation et la corruption qu'il aurait trouvée? Est-ce que déjà vous étiez d'accord de ma petite présentation sur la gestion de la République? Oui, lorsqu'on accède à la magistrature suprême, on doit d'abord savoir les réels problèmes de son pays. Et il n'y a aucun président qui est entré ici en RDC sans pourtant trouver les problèmes graves. Et d'ailleurs, Félix a trouvé un État, comparativement aux autres. Quand Mobutu a pris le pouvoir, le Congo était pendant la période de sécession. De sécession katangaise, la sécession au Kasaï là-bas, là où est né l'article 15. Puisqu'il y avait la sécession, la crise est entrée là-bas. C'est pourquoi quand on a dit, bon, nous sommes fatigués avec la sécession ici, notre État n'évolue pas. Maintenant, c'est l'article 15 et chacun de nous doit se débrouiller, se prendre en charge. Et Mobutu, quand il est parti, Mosé est venu. Et parmi les présidents, c'est Mobutu qui avait trouvé vraiment du cash. Il y avait au moins plus de 3 milliards de dollars de réserves en banque. Mosé, quand il est venu, il a trouvé les problèmes de pillage. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on ne maîtrise pas la situation de cet État, puisqu'il y avait les pillages. On avait tout détruit. Le pays était vraiment presque développé. Presque vraiment industrialisé, surtout dans l'ouest de la RDC. Bandundu, Équateur, Congo central, Kinshasa, là-bas, était vraiment industrialisé. Et le nord Katanga aussi, du côté Kalemi, là-bas, il y avait les industries, on fabriquait les habits sur place, les pneus de véhicules sur place, et les montages de véhicules sur place en RDC. Les industries alimentaires, ici au Katanga, on fabriquait même les piles et Réovac. Et les pillages avaient tout détruit. Mosé a pris le pouvoir, il a cherché à relancer le pays, et quelques temps après, on a tué. Oui, et quand Joseph est entré au pouvoir, il a rencontré encore un grand problème de rébellion. MLC, RCD, beaucoup de couches de rébellion. Mais il fallait unifier maintenant le pays. C'est là où il a démontré son intelligence et la bravoure d'un enfant de 29 ans pour relancer le pays. Nous nous sommes unis et on a fait le gouvernement là et il a organisé les élections pour la première fois. Bien que ce ne sont pas des élections, des bonnes élections, mais quand même, on a organisé les élections. La première fois, on a dit, bon, c'est essaye et erreur et on va évoluer. Deuxième fois, toujours, on a encerclé même Etienne Tshisekedi dans sa propre maison, dans une prison à ciel ouvert à cause des élections. Et nous sommes allés progressivement, tout ça, on cherchait les progrès. Et ce qui m'étonne, du tour de Félix, c'est toujours, oh, mes prédécesseurs. Jamais Kabila avait parlé de ses prédécesseurs. Lorsque vous entrez, vous avez l'obligation des résultats. Et la meilleure des choses qu'il avait fait, quand il a pris le pouvoir, il a créé les agences. Agences de lutte contre la corruption. Hein, toutes les agences-là. Et ça ne fait absolument rien. Et pourquoi les agences-là? C'est en train d'être réglé. Oui, les agences ne réussissent pas. Pourquoi? Puisque la politique est entrée dans la porte du droit et la justice est sortie par la petite fenêtre. Donc le droit n'existe pas dans ces pays. S'il y avait vraiment, réellement, on laissait. Et d'ailleurs, pour dire que ce pays, c'est un état de droit, premièrement, c'est le président lui-même qui est le juge suprême. On va remarquer en lui les qualités
de droits en lui. Mais lorsqu'on voit que on arrête les gens, on libère les gens, et les gens sont encore nommés quelque part, on dit, ce pays n'a pas de justice. Voilà, c'est là où ça pose des problèmes. Alors, M. Prince, je suis sûr que vous allez balayer quelque chose des propos de M. Denis Bélessi, mais la question elle est là. Maintenant, c'est par rapport à l'inspection générale des finances qui semble avoir un rôle déterminant, surtout dans la mobilisation des recettes publiques. Gilles Lingueta a étayé son bilan, qui est largement positif. Et puis, il se compare à un champ de garde, justement. Est-ce que vous pensez que son rôle, l'IGF en général, a été déterminant durant les 5 dernières années qu'on vient de vivre? Effectivement, mais laissez-moi d'abord rencontrer certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Félix a trouvé un État. Même les autres présidents ont trouvé un État. Parce que l'État congolais n'a pas commencé avec Félix, n'a pas commencé avec Mobutu, n'a pas commencé avec Joseph Kabila, n'a pas commencé avec Mosé. L'État congolais n'a même pas commencé avec Kasavubu. L'État congolais a commencé depuis 1885. Et quand on parle de l'État, ça veut dire qu'il y a la reconnaissance internationale. Ouais. Donc je me limite par là. Donc cette argumentation-là ne peut pas prendre place. Joseph Kabila a unifié les pays. Mais oui, cette rébellion-là, qui a créé ces rébellions-là? Il a unifié. Lui-même était parmi les rebelles qui ont attaqué la République démocratique du Congo. Une rébellion qui a fait un coup d'État en 1997. Et quelques années plus tard, Mouzé va décéder et Joseph va prendre le pouvoir. Comme il connaissait déjà tout ce qui s'est passé là-bas, c'est pourquoi il a fait. Mais quand vous parlez de l'unification de notre pays, mais quelque part là, on va signer les accords qui vont ouvrir les portes à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Donc là, je comprends que l'unification était... Vous parlez de quel accord? Puisqu'avec Joseph Kabila, il y a des accords... Qui aboutit à la constitution de... Je parle de l'accord qui a été signé en 2009. Okay. La République démocratique du Congo, représentée par Léonard Raymond Tshibanda, le ministre des Affaires étrangères. Et le chef de l'État a même dénoncé cet accord-là. Donc, si nous vous lisons les termes de l'accord, peut-être... Vous allez nous demander de suspendre même l'émission. Parce que c'est trop grave pour une république, un dirigeant d'une république puisse s'engager de signer des accords pareils. Donc, l'unification, oui, mais au-delà de l'unification, il nous laisse un accord qui va ouvrir la porte à la balkanisation. Et vous parlez Félix a créé Non, Félix n'a pas créé des agences. Félix n'a pas créé. Félix a ressuscité les agences qui existaient depuis Mobutu. Et certaines agences qui étaient sous la tutelle du ministère des Finances. Là, je parle de l'IGF. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a procédé seulement à la réforme. Il va prendre l'IGF, il va placer l'IGF sous son autorité, lui-même le président de la République. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez l'IGF en train de travailler, il laisse l'IGF les champs libres d'entrer partout, de travailler sans limite. Donc, il a réformé, ces agences ici existaient, mais les gouvernances passées étouffaient ces agences ici pour travailler. Donc, ici, quand vous parlez de la justice, oui, nous dénonçons tous la justice. La justice, même le président de la République dénonce la justice. Il est le magistrat suprême de fait. Parce que la Constitution ne lui donne pas la qualité objective du magistrat. Donc, du fait qu'il est celui le premier citoyen, il doit être le commandant suprême, il doit être le magistrat suprême, c'est tel que nous l'appelons encore le premier citoyen. Donc, ça ne veut pas dire que non, il est excellent de plus que tous les citoyens. Donc, la différence en est que lui est président de la République et nous autres, nous sommes des citoyens simples. Donc, ici, quand on arrête, la loi de la République a une procédure. Quand on arrête personne, on ne peut pas dire que cette personne est vraiment coupable. Donc, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Donc, cette présomption d'innocence, la personne arrêtée doit justifier son innocence. Et celui qui apporte, qui accuse, doit amener des preuves. Lorsqu'il y a l'inexistence de preuves, la conséquence, c'est quoi? C'est la loi, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. Maintenant, ici, je réponds à votre question. Rapidement, vous avez une minute. L'IGF
est en train de faire un travail vraiment encourageant. La raison pour laquelle, depuis Mosé jusqu'à Joseph Kabila, on n'a jamais eu un budget de plus de 10 milliards de dollars. Et pendant le règne de Félix Tshisekedi, avec l'accompagnement de l'IGF, la lutte contre la corruption, avec ce que lui-même l'inspecteur principal dit, la patrouille financière. Donc aujourd'hui, vous voyez que notre budget est en train de s'accroître, et ce qui permet au gouvernement de la République de poser des actions, surtout du côté de la défense. Alors, M. Denis Belessi, vous avez 3 minutes, parce qu'il a pris 3 minutes. Hein. Donc, vous pouvez aussi en prendre si vous en voulez. Comment vous évaluez, vous, l'action de l'IGF, surtout sous la présidence de Félix Tshisekedi? Bon, j'ai réagi un peu. Ok, sans problème. Oui. Trouver l'État. Kabila n'a pas trouvé l'État Mosé, puisqu'il y avait rébellion. Il n'a pas trouvé l'intégrité territoriale. Oui, oui. Donc, Kabila n'a pas trouvé l'État, il a trouvé quoi? Dans l'État, une collectivité. Il y a les éléments constitutifs tout à fait. Ouais. Dans un État, il y a les territoires, il y a les pouvoirs bien organisés, et il y a la population. Okay. On prend d'abord les trois éléments. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il avait trouvé un pouvoir bien organisé lorsqu'un rebelle entre? Non. Celui qui a trouvé le pouvoir bien organisé, c'est Félix, et puis il y avait passation du pouvoir, toutes les institutions étaient là. C'est ça, trouver l'État. Israël, quand il était en Égypte, Israël était une nation, puisqu'il n'était pas dans leur territoire, mais c'était un peuple. IGF, j'en félicite les actions de IGF. Mais les problèmes, les retombées, on ne voit pas. Lorsque vous parlez de 10 milliards de dollars, ouais, par rapport aux potentialités de la RDC, mais les 10 milliards, ça représente quoi? C'est pourquoi d'autres personnes disent que ces gens-là, ces pays ne les méritaient pas. Ils sont extrêmement riches, mais ils ne savent pas qu'ils sont riches. Comment dans un pays comme la RDC qu'on détourne, selon les rapports de Kofi Annan de 2008, l'Afrique perd au moins par an plus de 32 milliards de dollars, mais la moitié de cet argent-là vient de la RDC. C'est-à-dire la RDC perd au moins par an même 20 milliards de dollars. Ça part. Il y a, je crois, le professeur Luzo Lobambi qui parlait de 15 milliards. Et Luzo Lobambi aussi a ajouté. Et quand Félix est entré au pouvoir, c'était avec cet objectif-là, de récupérer les 16 milliards. Hein? Mais jusqu'à présent, on ne voit pas ces 16 milliards. On doit quand même être honnête des fois, comme disait Kabila. Il dit, oh non, vous me parlez des chiffres. Voilà les budgets aussi. Mais je apparemment, ne vois pas, vous êtes du PPRD aujourd'hui, je pense. Je ne vois pas le niveau de vie des gens s'améliorer. Ouais, voilà. Ça, c'est l'honnêteté. Lorsque vous parlez de 10 milliards, est-ce que le niveau de vie des gens s'améliore? Je te dis que jusqu'à aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État, en grand nombre, ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Pourquoi? Et je te dis, jusqu'à aujourd'hui, les régies financières qui ont travaillé pour avoir cet argent, ils ne reçoivent pas leur prime pendant 5 mois. Où est parti cet argent? Ne parlons pas seulement pour plaire aux gens. Vous pensez que le président tel qu'il est là, il dort. Mais il ne dort pas puisque partout où il circule, il voit. Vous, quand vous êtes venu ici, combien d'enfants que vous avez trouvé le long de la route ici? Du côté Rail là-bas, jusqu'au centre-ville. Et les enfants passent même nuit le long des séparateurs. Et quand on parle au chiffre 10 milliards, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a ajouté? IGF, nous avons félicité les actions de IGF. Et moi, je suis parmi les gens qui disent que s'il faut choisir le Premier ministre, à part Fayoulou qui les dépasse dans le profil, qui est intelligent, qui est courageux, qui est honnête, on peut prendre Gilles Alinghetti pour les efforts. Monsieur Fayoulou a un profil d'être Premier ministre? Il a le profil de président, il a le profil de Premier ministre. Donc si aujourd'hui M. Félix Tshisekedi décide de les nommer, il va répondre présent? Non, il ne va pas les nommer comme un petit enfant. Il faut
il faut d'abord le dialogue. Si tu fais que tu vois qu'il fait, puisque Fayoulou est prêt pour sauver ce pays. Ok. Hein? Et Fayoulou et Tshisekedi, ils viennent dire même, Fayoulou vient de l'école. Non, on ne rêve pas pour devenir Premier ministre. On ne rêve pas. Non. Puisque dans le passé, Fayoulou a refusé l'offre de président de la République. Attention, Fayoulou a refusé l'offre de vice-président de la République. Fayoulou a refusé aussi l'offre de Premier ministre. Mais maintenant, il y avait des propositions faites par Uhuru Kenyatta. Mais maintenant, comme le pays est en danger, là, ça vient de moi. Le pays est en danger. Qui a l'idéologie d'Étienne Tshisekedi de lutter contre la corruption? Qui a l'idéologie d'Étienne Tshisekedi de changer la mentalité des gens? Je pense que c'est Fayoulou. Non. Merci. Est-ce que l'UDPS existe encore? Ah, merci. Il est là d'ailleurs. Non, c'est un regroupement. Ça n'existe plus. Ce sont des manipulateurs. Voilà. Monsieur Prince. Il a consommé 5 minutes. Hein? Non, il a pris 4. Il allait parler. Il a pris 4. Alors, voilà, il y a quand même un autre visage qu'on colle un peu à l'IGF. On pense que l'IGF serait cet instrument politique que détiendrait le président Félix Tshisekedi, puisque ça ne poursuit qu'un peu des adversaires politiques. Mais je ne pense pas. D'abord, vraiment, certaines choses, il ne faut pas qu'on les laisse comme ça. Okay. Parce que nous sommes suivis en direct. Quand vous dites que Kabila n'a pas trouvé un État, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on parle de l'existence d'un État? Ça, c'est une notion purement juridique. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est une notion purement juridique. Quand est-ce qu'on parle d'un État? Et si vous prenez l'existence d'un État ou la naissance d'un État, vous comparez avec l'époque de Joseph Kabila, la conclusion sera comment? Kabila n'a pas trouvé un État ou Kabila a trouvé un État? Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi parler. Moi aussi, je ne vais pas non. laisser. Oh, vous savez que RCD... Mais vous notez, notez, vous allez réagir. Est-ce que, monsieur, vous pouvez me protéger? Notez, vous allez réagir. Moi, j'ai noté. Vous avez un papier avec un stylo là-bas. La souveraineté, ça posait problème. Le problème, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais cette rébellion-là, à l'époque, était congolaise. La rébellion était comme ça. Ça veut dire les fils d'un même pays qui étaient contre certaines choses qui s'est passées dans leur république et ils se sont soulevés. Donc, du fait que les fils du pays prennent les armes contre leur gouvernement, ça ne veut pas dire que non, ce pays-là a perdu sa nature d'un État. Donc, ça ne veut pas dire. Non, on va le laisser, s'il vous plaît. Donc, l'État existe parce qu'il y a d'abord la population, parmi laquelle il y a ces rébellions-là. Donc, les composants de cette rébellion, de ces rébellions, étaient les fils du pays. Et de deux, les rébellions-là exercées sur le sol congolais. Ça veut dire que ce pays-là avait un territoire. C'est là où ces rébellions-là exerçaient. Maintenant, mais aussi, j'ajoute un troisième élément. Ça veut dire qu'il y avait... non, moi je suis en train de parler de la période de Joseph Kabila. Je n'ai même pas entré derrière. Vous avez parlé de Kabila, j'ai réagi sur ce que vous avez on va passer. Répondons maintenant à la question. Ça veut dire, lorsqu'il y a une rébellion contre la République, ça veut dire qu'il y a un gouvernement qui existe et une rébellion s'attaque à ce gouvernement. Okay. Donc, du fait qu'on parle du gouvernement, de la population, du territoire et la reconnaissance, il y a un État. Donc, la conclusion ici est que Joseph Kabila a trouvé un État. Et il a laissé un État. Il a laissé un État. Okay. Vous comprenez? Donc, ici, quand vous parlez des retombées ici, les retombées de tout ce que l'IGF est en train de faire, j'ai parlé de plus de 10 milliards de dollars. Vous devrez d'abord, en tant que si vous étiez sincère, féliciter, louer le travail abattu par l'IGF et même par les chefs de l'État, parce que c'est la réforme du président de la République qui a fait à ce que l'IGF pose des actes de la manière. Donc, on n'a jamais eu un budget de plus de 10 milliards de dollars dans cette République. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans, je pense, nous avons des budgets plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 17 milliards. On parlait de 16, en tout cas. Presque 17 milliards. Non, on parle pas imaginaire. Non, lisez des lois rectificatives. Non, écoutez,
lisez, allez, nous avons les journaux officiels ici. Allez chercher les lois de finances, s'il vous plaît. Maître Prince, lui, il s'interroge maintenant sur les retombées. Mais c'est ça, c'est ça. Ces gros budgets-là. Oui, les gros budgets-là. Les retombées, c'est quoi? Ouais. L'armée nationale n'avait même pas un budget de 500 millions de dollars. Ok. Aujourd'hui, l'armée a un budget de 2 milliards de dollars. 1,5 million. 1,5 milliard. Non, non. 2 milliards. Lisez bien la loi. Ok. 2 milliards, Et les 2 milliards là, au-delà de ces 2 milliards là, regardez la logistique qu'a aujourd'hui l'armée nationale. Pour avoir seulement l'arme, l'antimissile là, qu'on nous a présenté maintenant dans la ville de Goma, précisément à l'aéroport de Goma. Vous savez combien de milliards la République doit dépenser? L'aéroport de Goma là n'était pas protégé. C'est pourquoi vous voyez même des petites roquettes du M23 tomber. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, nous avons des armes lourdes que la République achète. Je vais encore continuer. Nous avons la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Cette gratuité de l'enseignement demande des frais, demande de l'argent. Au-delà de la gratuité de l'enseignement, s'il suit bien les informations, combien d'enseignants ont été mécanisés? Combien de fonctionnaires publics ont été mécanisés? Combien de médecins ont été mécanisés? Parce que lorsqu'on ajoute le nombre de fonctionnaires, l'assiette budgétaire s'augmente. Ouais, donc, qu'est-ce que vous cherchez? Donc, si vous étiez vraiment sincère et citoyen véritable, il fallait louer les efforts. Maintenant, ici, on ne peut pas ici faire allusion à un rapport de 2008, pendant le régime de Joseph Kabila, imputer ça à Félix Tshisekedi. Non, c'est en 2008 qu'on parlait de la perte de plusieurs milliards. Et là, si on prend l'exemple de 20 milliards, la moitié en République démocratique du Congo, et en 2008, on avait un budget de combien? Maintenant, remontons jusqu'en 2018, le budget de 4 milliards. Restons toujours la moitié qui perd, qui tombe dans l'eau. Maintenant, prenez les 4 milliards, les 16 milliards de dollars, moins 4 milliards. Nous avons le surplus de 12 milliards. Sur 20 milliards qui tombaient dans l'eau, ça veut dire Félix a récupéré 12 milliards. Donc, il a travaillé ou il n'a pas travaillé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler des chèques. Les chèques est partout. Allez en France. Allez en France, vous allez trouver les chèques partout. Donc, les chèques ne peuvent pas être imputés à la mauvaise gestion de Tshisekedi. Non. Alors, ça, vraiment, nous devons être concrets et citoyens. Aujourd'hui, moi, je pense, pour chuter, nous devons saluer les efforts du président de la République, les efforts de l'IGF par rapport à l'accompagnement des institutions étatiques. Aujourd'hui, notre République est en train d'atteindre un certain niveau. Vous êtes journaliste, je pense que vous avez ces rapports-là. Oui, pour les pays corruptibles, nous avons gagné combien de places? Voilà, la RDC quitte de 175e place jusqu'à 160 quelques places. Merci. Vous voyez qu'on a atteint un certain niveau que la République n'avait pas atteint à l'époque. Mais c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que le pays est arrivé à ce niveau-là. Vous avez une minute. Nous devons saluer les efforts. Est-ce que vous avez à compléter une minute avant qu'on passe à l'autre thématique? En 2008, la RDC n'avait pas de mining comme ça. C'est-à-dire, pendant cette période, les investisseurs venaient, ils construisaient les usines, ils étaient exonérés. Mais vous vous contredisez vous-même. S'il vous plaît, voilà. Il explique que maintenant comment vous arrivez. Il y a une période de construction des usines, il y a une période d'implantation et il y a une période de production. C'est maintenant la période de production avec le nouveau code minier qui nous donne beaucoup d'avantages pour avoir beaucoup d'argent. Félix a bénéficié de ça. Non seulement du côté... Non, il ne faut pas dire ça. Le code minier existait pendant la période de Kabila, mais Kabila n'a pas su mettre ça en application. Il a fui. Il y a un code minier qui a laissé... Quand est-ce que ce code minier a été modifié, voté par les députés? Il laisse le code minier qui existait 3 ans après. Mais qu'est-ce qui a manqué à Joseph Kabila de mettre en application le code minier? Parce que les règlements, les mesures qui devraient accompagner ce code minier
ont été déjà prises et promulguées même. Mais pourquoi il n'a pas pris ça en application? Mais parce qu'il ne voulait pas subir les pressions de la communauté. Non, on va laisser. Tshisekedi est venu, il accepte la pression, il met en application. Finissez. Vous allez me récupérer, on va te donner le temps, non? Oui. S'il faut récupérer, tu vas me récupérer. Le nouveau code minier nous a donné cet argent. La DGI a fait 5 milliards de dollars avec les impôts des miniers ici. Puisqu'il y a un nouveau Là, je vous jette des fleurs. Non, je te dis, il y a un nouveau code minier qui nous a donné cet argent. Le nouveau code minier, on n'a pas mis en application du temps de Kabila. On a élaboré le nouveau code minier en 2010. On n'a pas voulu supporter des pressions. Non, mais non, le travail s'était passé ici au Katanga, non? À Colosie là-bas. Il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces sûres. Non, voilà, mais Kabila a subi pour ça. Il a subi pour ça. Il a accepté de laisser le pouvoir pour donner la joie aux Congolais. Merci. Donc, à tout moment, on ne peut pas toujours l'acquiser. Et lorsqu'on parle d'un État, lorsque Jean-Pierre Bemba, le MLC était en rébellion, mais le MLC percevait tout là-bas. Merci. Ça n'est pas un problème. Les États souverains. On va prendre l'autre thématique. En tout cas, on va prendre l'accord signé entre les Rwandais ainsi que l'Union européenne sur la chaîne de valeur durable et résiliente pour les matières premières. Un accord dénoncé déjà par la République démocratique du Congo, notamment par le président de la République, mais aussi les ministres des Affaires étrangères. Alors, on va tenter de comprendre comment les deux entités, un pays d'un côté ainsi que l'Union européenne de l'autre, ont pu parvenir à signer. Est-ce que le Rwanda regorge vraiment ses matières premières? La RDC doit-elle contre-attaquer? Comment? C'est la question. Vous, M. Prince Katouba Londi, quel regard vous avez de la signature de cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur la chaîne de valeur durable et résiliente pour les matières premières? Merci beaucoup, mais je vous donnerai 5 secondes seulement pour conclure au premier... Non, c'est déjà passé. Non. Je ne les rencontre pas. Oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit par rapport... vous avez posé la question ici de la clé pour lutter contre... oui, voilà. Cette question, je n'ai pas dit. Vous allez parler à la conclusion. Voilà, on va conclure. 5 secondes seulement. Rapidement. Vous allez parler à la conclusion. Je parle... S'il vous plaît, ici, je demande seulement au changement de mentalité. Donc, il y a une agence sur le changement de mentalité dont il fait allusion. Nous tous, nous devons changer nos mentalités pour permettre le changement dans ces pays. Voilà. Vous parlez de l'accord. C'est un accord monstre. Un accord vraiment qui est signé ou conclu sur le sang des Congolais. J'ai dénoncé ici sur votre plateau. Pendant que la République démocratique du Congo était dans la campagne électorale, on termine la campagne électorale le 18, on observe 2 jours pour voter le 20, le même 18, l'Union européenne va aller inaugurer une usine au Rwanda. Et cette usine, toujours sur, je pense, la raffinerie de l'or. Et nous posons la question. L'or, là, cette matière première, provient d'où? Voilà, ça c'est de 1. De 2, pendant que nous sommes en guerre, agressés par les Rwandais, l'Union européenne, notre partenaire, qui nous amène des initiatives, des fois, la France, comme actrice principale de l'Union européenne, va faire un communiqué, va donner l'itinéraire de l'arme qu'on appelle si c'est solaire, si c'est quoi. Missile solaire, voilà. À qui se parle Rwanda. Voilà. Donne l'itinéraire, comment est-ce que cette arme a traversé les frontières internationales jusqu'au Rwanda et en République démocratique du Congo. On suppose que la France était au courant, avait des informations sur et net, quand le Rwanda était allé pour acquérir cette arme. Et la France n'a pas su ou n'a pas pu dénoncer ça bien avant, elle va laisser jusqu'à ce que l'arme va entrer sur le sol congolais et elle va faire un communiqué. Oui. Les comportements là, ce sont des comportements de traîtres, de la complicité. Et aujourd'hui,
Pendant que nous sommes entrés, l'Union européenne nous demande de favoriser les mécanismes pacifiques pour régler les conflits de l'Est. L'Union européenne va signer encore un autre contrat monstre sur le minerai stratégique et critiqué de la République démocratique du Congo. Non, il le signe avec le Rwanda. Non, les minéraux de la République démocratique du Congo. Mais l'Union européenne signe l'accord avec le Rwanda. Nous nous posons la question. C'est que même le Premier ministre belge a dit il faut étudier maintenant la traçabilité. Est-ce que ces minéraux proviendront-ils en République démocratique du Congo ou au Rwanda? Donc, nous maintenant, Congolais que nous sommes, nous disons l'Union européenne n'est pas un partenaire viable et même fiable. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous considérer l'Union européenne comme notre partenaire. Et si j'étais conseiller du chef de l'État, même de ministre, de vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, j'allais demander, solliciter à ces autorités d'obtenir d'abord la fermeture de tous les consuls, qu'ils soient de l'Union européenne, qu'ils soient des États-Unis d'Amérique, qu'ils soient de la France au Goma, et à Goma plutôt, pour que ces fonctionnaires qui travaillent dans ces consuls, tous puissent revenir à Kinshasa. Les laisser travailler là-bas occasionne également ce qu'on appelle l'infiltration. Mais M. accède au pouvoir, il ne trouve pas une bonne relation entre la RDC et l'Union européenne. Hein? C'est verrouillé par l'ancien président. Oui. Vous l'avez réchauffé. Mais oui, la question qui avait divisé les deux partis a été réglée. La question a été réglée. Cette question devient une question nouvelle de la complicité. Merci. Monsieur Denis Belessi, comment ça frustre la RDC, la signature de cet accord? Le Rwanda est libre aussi en tant que pays de nouer des relations avec des partenaires stratégiques. Comment nous on se sent un peu concernés? Oui, il y a le complot international de quelques grandes puissances contre la RDC. Bon. Nous devons aussi savoir, et on doit penser aussi de tout ce que Sarkozy avait dit à son temps. Oui, c'est pour Sarkozy, dans son plan, il avait dit, pour finir avec ces conflits, il faut créer un marché. Donc la RDC doit commencer à amener ses richesses au Rwanda, vendre là-bas pour permettre aux Rwandais aussi de vivre. Puis ça engendre la haine. Et l'envie des Rwandais, ils ont un problème de pauvreté. Tout à fait. Il y a des calculs de communautés internationales concernant la richesse. Et certaines personnes aussi nous accusaient d'être, si je peux le dire, bon, qualifiés. Cette qualification, ça ne mérite pas à un peuple comme le Congolais. On dit la RDC a beaucoup de richesses, de préférences, la dictature de Kagame qui améliore les conditions de vie des gens, tout ça. Mais la RDC ne fait absolument rien avec sa richesse. Là, nous ne pouvons pas accepter, ça ne passera pas, parce que c'est question de leadership, d'un moment à un autre. Le problème de la RDC, c'est le leadership pour diriger cet État. La RDC n'est pas les policiers, soit les gendarmes pour observer tout ce qui se passe là-bas au Rwanda. Si le Rwanda a signé le contrat, là c'est le contrat entre les États. Mais qu'est-ce que la RDC doit faire? Voilà, la RDC, même ici, pourquoi nous avons les parcelles limitées, tout ça, on met des clôtures. Chacun doit protéger sa parcelle. Et la RDC doit protéger son territoire. Il y a plusieurs façons de protéger le territoire. Pour certaines personnes, elles pensent qu'on doit clôturer avec des murs. Soit, moi j'ai donné la proposition, on peut clôturer avec des fils de fer barbelés, comme on avait fait entre l'Allemagne fédérale et démocratique. Oui. Et le président Fayoulou, il a donné la proposition qu'on puisse créer une armée qui sera le long de la frontière, qui va veiller à la sécurité de la population et de leurs biens et de notre État. Ce sont des propositions.
Mais parmi toutes ces propositions, jusqu'à présent, la RDC n'a adopté aucune proposition. Puisque le Rwanda traverse. Vous finissez déjà la question. Oui. Le Rwanda traverse toujours. Comme c'est vide, nous avions vu même les rebelles, comment ils sont entrés. Les gens dénonçaient, mais on avait laissé les passages. Et il y a aussi une autre proposition qu'on peut faire. Vous voyez au Katanga ici, il n'y a pas de guerre. Mais il y a aussi les richesses ici. Pourquoi? Puisqu'on avait donné aux multinationales. Vous allez venir ici faire la guerre là où Grencore occupe la concession avec des milliards de dollars. Qu'on donne aux grands de ce monde de concessions minières là-bas, ça peut aussi résoudre ces problèmes. Lorsque les concessions seront occupées par les multinationales, d'autres personnes ne vont pas payer. Les guerres, ce sont les multinationales qui nous font des guerres. Ce ne sont pas les États, ce n'est pas les États-Unis qui viennent nous faire la guerre ici. Non, les enfants par exemple des Américains, ils viennent ici nous faire la guerre et demandent l'appui du gouvernement puisqu'ils vont financer. Okay. Donc ils donnent l'argent au gouvernement et le gouvernement leur donne des moyens pour faire la guerre et occuper. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? On cherche des grands qui vont occuper toutes ces concessions-là. Okay. En réalité, les Katanga ici, même si on parle des Chinois, oh non, les mines étaient des Chinois, ce ne sont pas pour les Chinois, non plus pour les Indiens, c'est pour les Américains. Et les Américains ont allé faire leur business en Chine. Ils donnent l'argent aux Chinois de descendre ici, faire ça. Et les Anglais aussi donnent leur argent aux Indiens. Merci. Qui sont leurs colonies, ils viennent ici dans leur business. Et maintenant, ils ont la protection de l'Angleterre des États-Unis. Et les États-Unis. Voilà. C'est ça que nous devons faire. Merci pour cette proposition. Vous avez également une minute pour donner votre proposition parce qu'on ne vous a pas entendu sur ça. Effectivement. Il a parlé de manque de leadership. D'abord des polices des frontières. Parce que les frontières de la République démocratique du Congo doivent être protégées. Ça, vraiment, c'est bien. Mais il faut aller loin. À qui incombe la faute? Parce que nous avons pris l'indépendance il y a maintenant plus de 60 ans. Dans les 60 ans, cette République s'est réorganisée. Si on avait des dirigeants sûrs, honnêtes, on aurait eu la police des frontières. Mais du fait que nous sommes en retard, ça, je ne cesserai de le dire. La République démocratique du Congo est en retard dans plusieurs domaines. Domaine de la défense, nous sommes en retard par rapport aux autres pays qui nous entourent. Domaine de l'agriculture, nous sommes en retard par rapport aux autres pays qui nous entourent. Quoi faire maintenant pour récupérer ces retards? Il faut procéder à la création de cette police frontalière. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais la création de la police frontalière ne peut pas se faire dans un clin d'œil. C'est un processus, ça doit prendre du temps. Il faut d'abord, pour y arriver, la République devrait d'abord avoir une loi de programmation qu'on n'en avait pas. Depuis après l'indépendance, jusqu'à ce que Tshisekedi est venu au pouvoir, on n'avait pas la loi de programmation. Parce que tout doit être professionnel, doit être programmé dans cette loi. Comme nous avons déjà la loi de programmation, et que cette loi prévoit les mécanismes de l'organisation ou la structuration de l'armée nationale. Quand je parle de l'armée, je vois le système de la défense, même de la police. Je pense nous allons y arriver, le gouvernement va atteindre cet objectif. Il parle, bon, je vois la deuxième proposition et la première, elle est la même. Quand vous parlez d'une armée au long de notre frontière, c'est la même chose avec la police. Vous avez 30 secondes, finissez. La police des frontières. Et manque de leadership. Non, manque de leadership, je dirais non. Ici, en République démocratique du Congo, nous-mêmes, les Congolais, nous sommes de mauvaise foi. Nous ne protégeons pas notre pays. Si vous allez en République démocratique du Congo, aux États-Unis d'Amérique, un Américain ne peut pas prendre de l'argent pour trahir son pays. Mais ici, comme nous sommes des matérialistes, nous voulons des vies de luxe et nous sommes vraiment fragiles devant toutes les donations, toutes les promesses. Donc, nous prenons de l'argent pour trahir la République démocratique. Merci à vous. Merci. Il faut prendre des mesures obligatoires. Les propositions ou les solutions à la question. Ici, il y en a 3.
La première solution, la diplomatie. Il faut réchauffer la diplomatie telle que le président ce qui est fait, oui. ce qu'il est en train de faire. Aller même loin, donner à l'Union européenne plus que ce que le Rwanda a donné. Deuxièmement, la justice internationale est là. Nous pouvons saisir la justice pour faire échec à cet accord. Troisièmement, la prise en charge, la prise de conscience de nous-mêmes congolais. Alors, on va finir avec la séance carton. Là, on a 1 minute 30 justement. Attention, 30 secondes et puis on conclut. La séance carton. Allez, les règles du jeu sont connues. Monsieur Denis Belessi, quel est votre carton? Vous l'adressez à qui aujourd'hui? Je donne le carton vert à Martin Fayulu Madidi. Pourquoi? Pour la lutte qu'il est en train de mener pour sauver le Congo. Merci. Au moment où je vous parle à Kinshasa là-bas, le parti est en plein congrès et voir des stratégies montées, comment sauver la RDC. Merci, Monsieur Prince. Je donne les cartons jaunes au ticket de l'Union sacrée au niveau de la province. Là, je parle des candidats gouverneurs oui. Et candidats présidents de l'Assemblée nationale et provinciale plutôt. Je cite Michel Kaboué comme honorable Michel Kaboué comme candidat président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur Jacques Kaboula comme candidat gouverneur à sa propre succession, et mon président fédéral, le maire de la ville, comme candidat vice-gouverneur. Pourquoi jaune? Parce que quand ils viennent, ils trouvent la province du Haut-Katanga butée à des difficultés. Et nous voulons à ce que la gouvernance de cette mandature soit autrement que la gouvernance de la mandature passée. Qu'ils prennent en considération les soucis, les besoins de la population du Haut-Katanga. Merci à vous, M. Prince Katouba Londubeya. Merci à M. Denis Belessi. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans 4 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera à 19h à Lubumbashi, à Goma, 18h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis et au revoir.